Bonjour et bienvenue dans le calendrier de l'Avent du produit. Tous les jours, du 1er au 24 décembre, nous allons partir à la rencontre d'un ou d'une passionnée du produit qui va nous parler de sa vision, de ses challenges et d'un sujet qui lui tient à cœur. Et pour ce lundi 19 décembre, c'est le CPTO de Studapart, Raphaël Bonstein, qui est avec nous. Salut Raphaël, comment ça va ? Ça va et toi ? Ça va très bien. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots ? Oui, bien sûr. Donc moi, je suis Raphaël. Ça fait 12 ans que je fais du produit. J'ai commencé chez PayPal. Après, j'ai été chez Uling dans une société de logiciels de finance. J'ai monté ma boîte. Puis, j'ai atterri chez Price Minister, qui entre-temps s'est rappelé Rakuten France, où j'ai grandi jusqu'à atteindre un poste de CPO avec le produit et le SEO. J'ai fait une petite escale chez Cartable et je suis aujourd'hui depuis plus d'un an CPTO avec les doubles casquettes produits et tech chez Studapart. Tes débuts dans le produit à PayPal, c'était par hasard ou il y avait vraiment une vocation à le faire ? En fait, l'anecdote est hyper drôle parce que donc en fait, j'ai reçu un email par hasard par PayPal parce que j'étais un power user pour participer à un focus group utilisateur pour eux à Dublin. Et j'y suis allé et en fait il y avait une petite dizaine de personnes et je pense qu'il y avait 5 ou 6 personnes avant moi qui n'ont pas arrêté de dire du bien de PayPal, à quel point ils aimaient, etc. Et moi j'avais pas compris l'exercice, j'étais arrivé avec ma liste de demandes de ce qu'il fallait changer sur PayPal. Et du coup, j'ai dit j'adore PayPal, mais j'aimerais bien ça et ça. Et derrière, en fait, une des personnes dans le focus group m'a dit mais est-ce que tu veux pas faire du produit ? C'est exactement ça. Et c'est un peu comme ça que j'ai découvert le produit du coup en 2010, le focus group. Ok, trop cool. Et du coup là aujourd'hui t'es chez Studapart. Est-ce que tu peux nous dire la mission de Studapart et ce que vous faites au quotidien ? Ouais, donc Studapart, c'est une marketplace qui met en relation des locataires avec des propriétaires et donc on essaye de se positionner sur le fait d'accompagner en tant que marketplace, donc vraiment la mise en relation et le positionnement de tiers de confiance sur de la moyenne et longue durée, donc avec des temps à peu près de 9 mois de location moyenne pour permettre aux propriétaires d'avoir un revenu de leurs biens et aux locataires d'avoir un logement à la fois sécurisé parce que on est en position de tiers de confiance, mais aussi plus juste et plus simple dans la réservation. D'accord, et quand tu dis locataire, du coup, c'est plus large que juste les étudiants ou c'est principalement les étudiants ? Alors en fait, on est majoritairement étudiants, mais on n'est pas exclusif aux étudiants. Historiquement, Studapart était des SaaS qu'on vendait aux écoles et aux universités, donc on a quand même une grosse, un gros historique qui est étudiant, mais en 2019 on a ouvert une marketplace qui permet à tout un chacun de trouver un logement, que tu sois étudiant ou non. Après, notre typologie de biens s'adresse plutôt à des jeunes cadres actifs qu'à des parents de 3 enfants. T'es arrivé il y a un peu plus d'un an, tu m'as dit, chez Studapart. Comment est-ce que le produit a évolué depuis ton arrivée ? En fait, chez Studapart, il y a un truc qui est génial, c'est notre pragmatisme et notre efficacité à délivrer des choses hyper rapidement. Donc franchement, en un an, on a sorti une quantité de fonctionnalités ou d'améliorations ou de changements sur le produit qui sont énormes. Donc le produit a pas mal évolué, on l'a bien densifié de tous les besoins. Il faut savoir que chez Studapart, j'ai jamais vu une fonctionnalité prendre plus de 3 semaines à sortir. Donc ça te donne une idée de l'efficience avec laquelle on sort des projets, ce qui est super excitant côté produit et plein de challenges côté tech aussi. Donc la plateforme a pas mal évolué, l'équipe aussi a beaucoup évolué puisque quand je suis arrivé, on était à peu près 4. Aujourd'hui, on va être 11, 12. Donc on a grandi aussi les équipes et du coup tous les enjeux qui vont avec. Et du coup, quand tu dis 3 semaines maximum, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que c'est des sprints très courts ou c'est une méthode Scrum plus Non, on fait des sprints de 2 semaines. Ce que je veux juste dire, c'est que entre la fin des specs
côté produit et la mise en prod côté tech, c'est rare d'avoir des projets qui prennent plus d'un sprint, et quand ils prennent plus d'un sprint, on se parle d'une semaine, et pourtant on reste côté produit assez ambitieux dans la feature. C'est juste que la façon avec laquelle l'équipe tech est organisée a tout optimisé à fond pour être capable de sortir des features et de ne pas se faire perturber par d'autres choses qui peuvent polluer l'efficience d'une release d'un point de vue fonctionnel. Et les équipes tech chez nous sont hyper impliquées à l'idée de sortir des nouveautés et de l'impact business. Justement, tu parlais des équipes tech. Toi, t'es à la fois CPO et CTO, donc CPTO. Est-ce que ça influence tes décisions au quotidien, et est-ce que ça veut dire que tu penses produit mais avec beaucoup plus de conscience des limites et des contraintes tech, ou au contraire, t'arrives à gérer les deux de façon séparée? Ouais, alors moi j'ai un diplôme d'ingénieur informatique, mais j'étais plutôt celui qui faisait des belles présentations à des bons développeurs, donc j'ai ça depuis un bout de temps, un petit peu comme méthodologie, mais j'ai un historique produit, ce qui fait que j'ai plutôt eu de la facilité sur le produit plutôt que tech, mais je pense pas penser produit avec une bonne connaissance tech. Je pense que les deux équipes sont dans ma tête équitablement représentées, et en fait je fais soit l'avocat du diable de l'une pour l'autre, soit au contraire j'appuie quand il faut être un peu vigilant sur une équipe. Après, ce qui est sûr, c'est que les équipes produits sont beaucoup plus facilement à même de comprendre les enjeux tech, et les équipes tech se font beaucoup plus diffuser les besoins produits et les enjeux de l'entreprise de par cette casquette un petit peu commune, mais je ne joue pas le rôle d'exacerber une des deux casquettes continuellement, quoi. StudApart, du coup, s'est rapproché de Hosting Anywhere en février dernier. Est-ce que ça a eu des impacts sur votre vision, votre roadmap, ou même la manière de penser le produit au quotidien? Non, en fait, donc le rapprochement avec Housing Anywhere est un rapprochement où ils sont devenus actionnaires majoritaires, mais on reste encore entièrement autonome sur nos décisions de roadmap et sur ce qu'on doit faire, ce qu'on doit délivrer, et on est encore engagé sur des PNL qui nous font en 2022 et en 2023 l'obligation de créer les choses par nous-mêmes. En fait, là où on a beaucoup gagné, c'est de cette collaboration, c'est que mine de rien, le produit de StudApart et de Housing Anywhere ont énormément de points en commun, et donc on peut se challenger sur des enjeux similaires avec des problématiques similaires avec les autres équipes. Donc par exemple, moi je vais sortir une fonctionnalité où j'ai envie de repousser une fonctionnalité en me disant que elle en a encore sous la pédale. Je vais pouvoir m'approcher d'Housing Anywhere pour dire écoutez, vous avez cette fonctionnalité, qu'est-ce que ça génère comme business, parce que j'ai l'impression que cette fonctionnalité ne performe pas aussi bien qu'elle pourrait le faire. Et du coup, on échange comme ça. Eux, ils ont des sujets sur les propriétaires individuels avec qui ils discutent, mais moins bien que nous. Nous, on a des enjeux de scaling que eux ont mieux fait que nous, etc. Donc, c'est vraiment un échange de tips qui nous permet à la fois pour eux et pour nous d'accélérer de la meilleure des façons. Et du coup, c'est assez sain et assez sympa de vivre comme ça dans un même groupe. Et pour terminer cette introduction, deux petites questions. La première, est-ce qu'il y a quelque chose concernant le produit que tu as appris récemment? Et la deuxième, est-ce que tu as un conseil pour faire de la veille et continuer à rester curieux sur le produit et sur son produit? Alors, dans le désordre, moi ce que j'adore faire, en tout cas quand j'ai le temps, c'est pour faire de la veille et rester actif un petit peu, on va dire mentalement, je trouve souvent, par exemple sur Product Hunt, etc., des petits produits coup de cœur, et je suis très proche des équipes, des founders, etc. Je deviens l'utilisateur fou qui leur fait tout le temps des feedbacks, etc. Je pense que c'est une bonne façon en tant que PM
de découvrir un peu un produit avec des enjeux, etc., mais de t'ouvrir l'esprit. Et donc ça m'arrive de temps en temps d'accrocher vraiment avec des produits et d'échanger avec eux, et de les tirer un peu vers le haut, de leur poser des questions. Le dernier exemple que j'ai en tête, c'est SuperPeer, qui est donc l'outil qu'on utilise chez French CPO pour faire du mécénat de compétences auprès de jeunes PM. Et du coup, pour setup ça, j'avais adoré leurs produits et j'ai échangé avec leur Head of Product pendant des semaines et des semaines, à tel point que j'étais au courant des dernières features, ils me posaient des questions sur les prochaines évolutions, je voyais leur Figma, etc. Donc c'était top d'apprendre aussi comme ça sur un besoin. Ça c'est pour répondre à la deuxième question. Et pour la première question, donc sur ce que j'ai appris récemment, je pense que un des trucs qui m'a marqué récemment, c'est en fait, sur tout ce qui se fait aujourd'hui sur les enjeux de discovery, etc., moi j'ai trouvé qu'il y avait un autre parti pris qui était super intéressant de comment est-ce qu'on peut systématiser des idées dans la delivery pour créer de la valeur. Et notamment, en fait, quand tu as une nouvelle idée, c'est très souvent pas très coûteux de la rendre générique, / configurable, / réutilisable pour d'autres choses, ce qui fait que tu gagnes pas mal de temps dans ton efficacité à délivrer du produit, dans tes allers-retours, parce que quand tu construis quelque chose, tu prends souvent des partis pris, et à chaque fois qu'il y a une décision qui doit être prise sur, je sais pas, il faut contacter plus de X fois quelqu'un pour que là tout de suite je prends le bon réflexe d'en faire quelque chose de configurable par le business, et c'est quelque chose que on va dire j'ai peaufiné au fil du temps, mais que je me suis vraiment approprié pour les équipes et pour moi très récemment. Et Studapart, du coup, donc tu le disais, c'est une marketplace qui met en relation des propriétaires de biens et des locataires ou des écoles partenaires. Quand on est dans un business de marketplace, est-ce qu'il y a des choses côté produit qu'il faut prendre en compte, au-delà de, j'imagine, un persona pour chaque type d'utilisateur? En fait, après, il n'y a pas de bonne réponse, je pense. C'est-à-dire que dans certaines régions, par exemple, tu vas avoir des enjeux d'offres et d'autres fois des enjeux de demande sur un même produit. Donc, par exemple, Uber disait très bien que quand il lançait des nouveaux pays, c'était pas toujours un problème d'offre ou un problème de demande, mais que ça dépendait. Donc il faut savoir un peu la population que tu dois adresser et comment. Et ensuite, tu peux aussi avoir, et c'est le cas chez Studapart, un enjeu de saisonnalité. Donc chez Studapart, c'est pas du tout le même équilibre entre l'offre et la demande en fonction de la saison. C'est-à-dire que entre mai et septembre, on a énormément de demandes et donc on n'a pas beaucoup d'enjeux à récupérer de la demande parce que c'est là où tout bouge, là où au contraire hors saison tu vas avoir plus de problématiques de demande. Donc il faut savoir jongler entre guillemets sur ta période par rapport à tes personas. Et surtout que j'imagine que vu que c'est beaucoup d'étudiants, une fois qu'ils rentrent dans la vie active, ils repassent plus forcément par le site, donc il y a un enjeu d'acquisition perpétuelle de nouveaux utilisateurs, non? Oui, alors on a la chance d'avoir quand même un canal d'acquisition hyper fort que sont les écoles, puisque les écoles communiquent à leurs étudiants de venir trouver un bien sur Studapart, et de la même façon côté propriétaire, on a quand même des propriétaires qui vont voir les écoles en disant j'ai un petit studio de 9 mètres carrés à louer, et ils leur disent mettez-le sur Studapart, c'est eux qui gèrent ça entre guillemets. Donc on a quand même une acquisition naturelle de par notre positionnement marché qui est fort, mais évidemment sur tous les enjeux marketplace et non étudiants, on a quand même énormément de travail d'acquisition. On va passer maintenant à la deuxième partie qui concerne ta vision du produit. Quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui se lance dans le produit aujourd'hui? Moi je pouvais donner un conseil, c'est de ne pas s'arrêter à la théorie, à
ce qui se fait dans, on va dire, les différentes écoles, etc. Mais finalement de faire des choses, de comprendre la réalité du terrain et de ne pas remettre en cause la réalité d'une entreprise avec de la théorie. Chaque entreprise a sa façon de faire, qui est souvent une conséquence des besoins des dirigeants, des besoins de la structure de l'entreprise, etc. Et donc les méthodologies, les process, les frameworks se plient pas souvent à ça. Donc je pense que quand tu te lances dans le produit, il faut être très flexible à te dire, en fait, je vais apprendre à travailler comme ça, et ça va être ok, et ça répond pas à ce que t'as lu dans les livres, mais c'est pas grave. Ce qui est important quand t'es un product manager, c'est de comprendre le business de l'entreprise et te demander comment tu vas très vite créer de la valeur sur ce business-là, pour faire en sorte que tu participes activement au chiffre d'affaires, au PNL de l'entreprise, à ses KPI principales, plutôt que de te cacher dans tes frameworks et tes méthodos qui sont une sorte de position de repli qui va en fait pas forcément s'appliquer à tes besoins d'entreprise et qui va créer de la friction. Et du coup, pour toi, qu'est-ce qui fait une bonne équipe produit et par extension, qu'est-ce qui fait un bon CPO? Je pense qu'une bonne équipe produit est comme je le disais, une équipe qui crée constamment de la valeur business, qui s'inquiète à bien comprendre les enjeux de l'entreprise. Et voilà. Et du coup, pour le CPO, j'étais en train de réfléchir, mais je pense que ça va dans la continuité. Moi, en tout cas, je vois mon rôle de CPO un peu comme une courroie de transmission, c'est-à-dire que mon travail est de m'assurer que les PM, les devs aussi, mais là on parle produit, du coup les PM aient toutes les armes nécessaires pour prendre les bonnes décisions, pour accompagner les fonctionnalités qui vont être créées sur Studapart de la meilleure des façons. Typiquement, créer un produit qui a de l'impact direct sur le business, c'est pas facile, ça prend du temps, c'est un temps de réflexion et les PM ont besoin d'être inondés, submergés par tout ce qui se passe dans l'entreprise, les enjeux court terme, moyen terme, le business, le PNL, tout pour faire en sorte que ce qu'ils créent va directement les impacter. Et donc le rôle de CPO doit être dans la continuité de comment je donne aux équipes la possibilité d'agir de la manière la plus efficace. Et du coup, est-ce que tu arrives malgré tout à garder une partie plus opérationnelle ou à continuer à parler aux utilisateurs ou pas du tout? Alors depuis 1 an là chez Studapart, moi j'ai par intérim très souvent une casquette opérationnelle avec un PM qui a jamais réussi à être stabilisé depuis on va dire mars-avril là, donc je porte une des 2 squads qu'on a, donc je reste hyper opérationnel. Et pour la suite là, ça y est, la deuxième PM est arrivée enfin il y a quelques semaines, et du coup je vais évidemment continuer à rester entre guillemets opérationnel, mais l'opérationnel ça passe aussi par des besoins qui vont appuyer les product managers, les aider à créer de la data. Justement, tu parles d'utilisateur, d'entretien utilisateur, comment mettre en place beaucoup plus facilement pour les PM d'avoir accès à des questions auprès des utilisateurs, etc., qui sont des process coûteux. Donc tout ça, ça va rester dans mes sujets, évidemment, 2023. Ok, et justement, comment est-ce que tu fais pour garder les équipes alignées et motivées? Alors nous, on n'est pas une grande structure, hein. On doit être à peu près 50 aujourd'hui. Donc l'entreprise est assez forte pour inculquer les besoins, les enjeux, pour bien mettre en ordre de marche les différentes personnes dans l'entreprise. Du coup, l'alignement chez moi est, je trouve, assez facile. On n'est pas sur des sujets qui sortent de nulle part. On comprend pourquoi on le fait.
Donc c'est pas un très gros enjeu. J'ai la chance entre guillemets de pas avoir à réaligner les équipes régulièrement. Et ensuite, du coup, comme on le disait, être régulièrement proche d'eux dans les points hebdo, dans la communication, pour faire en sorte que tout ce que tu leur diffuses te fasse au final gagner du temps dans le résultat produit par les solutions qu'ils vont proposer dans leur roadmap. D'accord. Et du coup, aujourd'hui, c'est quoi tes plus gros challenges? Donc comme je le disais, là on est passé de 4 à 11, ce qui du coup a transformé une équipe de 2 à 3 développeurs en une équipe de plutôt 8-9 développeurs. Et comme je le disais aussi, on a vraiment une efficience dans les releases. Du coup, je pense que l'enjeu de 2023, ça va être de maintenir le cap sur les objectifs qu'on s'est fixés dans l'entreprise. Et pour y arriver, on va avoir besoin de continuer ce rythme de livraison qui est vraiment fort dans de la structuration de features, etc. Mais livrer des features régulièrement à 11, c'est pas la même chose que les livrer à 4. Donc je vais être extrêmement vigilant à faire en sorte que les gens qui sont des contributeurs individuels de l'entreprise ne soient pas perturbés par une taille qui, selon moi, dans nos enjeux, est un peu le seuil critique de la productivité équivalente à 4 et à 10. Je pense qu'à partir de 12, 13, 14, on va mécaniquement commencer à perdre en efficience, et donc comment faire en sorte pour capitaliser sur cette équipe pour potentiellement être plus demain sereinement. Comment est-ce que tu vois le monde du produit évoluer, toi qui es dedans depuis des années? C'est une bonne question. En fait, en France, en tout cas, le produit a le vent en poupe depuis maintenant 5-6 ans. C'était beaucoup moins le cas avant. On savait même pas exactement quelles étaient les définitions du product manager, de la MOA, du chef de projet, etc. Et là, c'est vraiment devenu, on va dire, un parcours professionnel intéressant et qui suscite l'attention. Et du coup, autour de ça se crée pas mal de réflexions, que ce soit de la théorie avec des outils comme Discovery, Discipline, etc., ou tous les organismes de formation, Noé, Maestro, qui arrivent sur le marché. Et pour autant, on peut avoir l'impression que il y a un peu cet univers-là, et à côté il y a aussi l'univers des gens qui sont beaucoup plus discrets et qui sont beaucoup plus concentrés sur l'impact business et un peu moins la théorie et la pratique. Je pense qu'on va très vite se retrouver un petit peu au milieu de tout ça et être aligné sur à la fois un peu plus de théorique et à la fois un peu plus de business réaliste dans tout ça, pour faire en sorte que le product manager et les équipes produits soient considérés comme une source de revenus potentiels pour l'entreprise, comme peut l'être un commercial, et non pas une source de coûts dérivés des équipes techniques, mais vraiment comme un moteur de croissance beaucoup plus fort, qui a commencé à arriver dans les entreprises, les jeunes entreprises, on va dire, mais qui peinent encore à se développer entièrement dans les entreprises plus traditionnelles ou plus en place. Je vois que tu parles beaucoup de impact business pour un PM. Est-ce que du coup tu t'attends à ce qu'il y ait un background plutôt école de commerce quand tu recrutes des PM ou pas du tout? Honnêtement, moi, quand je regarde les CV, je regarde pas les formations du tout. J'ai aucune idée de quelles sont les écoles qu'ont fait les équipes chez moi. Ce que je regarde dans les CV, c'est est-ce qu'ils ont compris le métier de product manager, qui est encore une fois d'être un peu au centre de utilisateurs techniques et business pour
faire les meilleurs choix pour l'entreprise. Et les meilleurs choix pour l'entreprise ont souvent un rationnel business, chiffre d'affaires. Mais ça veut pas dire qu'il faut avoir fait une école de commerce, ça veut juste dire qu'il faut avoir vraiment, selon moi, compris ce que tu fais dans cette entreprise et quel est ton rôle. Et ça ressort beaucoup dans les CV, entre les CV de ceux qui te décrivent les job desks de PO/PM en écrivant que dans leur entreprise ils ont travaillé en méthode agile, et ceux qui dans les CV t'expliquent qu'ils ont retravailler en adéquation avec l'enjeu X de l'entreprise pour créer cette feature qui a apporté Y. Bah, tu comprends tout de suite sur quel câblage tu vas avoir, quel type de profil tu vas avoir, et moi c'est plutôt les deuxièmes que je recherche. On va passer à la troisième partie qui concerne du coup le thème du jour. De quoi est-ce que tu as décidé de nous parler ? Donc moi j'ai décidé de parler des story maps, qui est quelque chose que je promène dans ma besace depuis quelques années et qu'au fil du temps j'ai pu un peu améliorer et qui apporte énormément de valeur dans l'entreprise. Et quand tu dis que ça apporte énormément de valeur, est-ce que tu as des exemples de choses que les story maps permettent de faire ? Ouais, donc en fait une story map, déjà pour ceux qui connaissent pas, c'est le fait de mettre, on va dire, sur un outil de story mapping par exemple, l'intégralité de ton cadrage de manière structurée entre... Alors il existe différentes façons de le faire, mais chez nous on utilise souvent les différentes typologies de personas, les sous-épiques que tu peux avoir dans ton projet et les user stories. Et donc tout ça de manière très visuelle. Quand je dis les user stories, je parle des titres des user stories, ce qui te donne une façon de comprendre extrêmement facilement le contenu de ton projet à venir à différents niveaux de lecture. C'est-à-dire que tu as un niveau qui est vraiment basique sur les personas, tu as un niveau sur les typologies de fonctionnalités que ces personas-là vont avoir, puis tu as un niveau sur comment est-ce qu'on va faire pour représenter ce sous-épique et comment est-ce que nous on va décider de le traduire. Et donc c'est un niveau qui est à la fois pas très chronophage à faire pour le PM parce qu'il permet d'avoir entre guillemets son plan détaillé pour dérouler ensuite ses user stories avec carrément les titres, et en même temps c'est suffisamment condensé pour avoir des conversations high level avec les interlocuteurs pour ne pas rentrer trop dans le détail mais pouvoir se challenger sur comment est-ce qu'on va répondre à ce besoin. Et donc j'ai trouvé dans les story maps un vrai équilibre entre conversation stratégique avec le codir et conversation détaillée avec les devs. Et en termes de persona, du coup, est-ce que tu as une story map par persona, ou est-ce que au contraire tu as une story map globale où tu vois les interactions entre les différents personas On a une story map globale qu'on utilise en fait donc chez Studapart. On a décidé dans notre process de considérer la story map comme le moment d'ouverture de la tête du PM à l'intégralité de l'entreprise. Donc le PM fait son cadrage avec la personne en charge du projet, on va dire le sponsor du projet, et comprend le besoin. Et il s'enferme avec la product designer de temps en temps au besoin pour créer cette story map, et de là c'est la première c'est le premier brouillon de ce qui sort de sa tête, et à ce moment-là toute l'entreprise est au courant, c'est-à-dire le codir. Moi je découvre aussi à ce stade-là, les développeurs, les équipes marketing, service client, etc. ont accès à ce moment-là pour se mettre à échanger sur la base de la story map, et du coup
ça le bon niveau de lecture sans rentrer trop dans le détail des corner cases et de se challenger pour le PM sur un document commun. D'accord, et du coup tu disais que tu avais 2 feature teams chez Studapart et que c'est le PM qui se chargeait de la story map. Est-ce que du coup tu as 2 story maps, une par équipe, ou est-ce que au contraire les 2 équipes travaillent ensemble sur une story map commune? En fait, t'as une story map, on va dire par projet, quoi. Donc c'est-à-dire que on définit nos OKR d'entreprise, on s'approprie par trimestre un OKR qu'on va devoir résoudre pour répondre à l'OKR de l'année, et dans cet OKR trimestriel, on va sortir 3-4 story maps qui sont les conséquences des différents projets qu'on va faire pour répondre à nos OKR d'équipe. Mais du coup, ma question reste du coup, est-ce qu'il y a un moment donné où chaque équipe, regarde les story maps de l'autre équipe et voit s'il y a des choses à mettre en commun ou pas? Alors oui, en fait la story map est partagée à tout le monde, donc évidemment le PM de l'autre squad s'intéresse à la story map, mais normalement les projets sont des projets distincts. Chez nous, les squads travaillent non pas par périmètre fonctionnel mais par objectif business. Donc la squad 1 va porter un objectif business et va le traduire en un projet particulier, et donc elle va se charger de l'intégralité de ça, de ses stories et du projet, et l'autre normalement n'a pas d'interdépendance forte puisqu'il est sur un autre objectif business. Donc parfois ça peut se recouper à certains endroits où parfois la limite est un peu fine, mais globalement elle est portée que par un PM. Est-ce que les story maps ont vocation à évoluer au fil du trimestre, ou est-ce que une fois qu'elle est faite au début, on essaie de la garder la plus stable possible avant les objectifs suivants? On peut revenir dessus quand on s'en rend compte sur des cadrages, qu'il y a quand même des enjeux qui manquent, etc. Et après, en fait, c'est une bonne base de travail pour déjà avoir des idées au cas où ton projet est un succès. Tu as dans ta story map déjà la notion de MVP et de backlog, ce qui te permet de revenir dessus et de l'alimenter au besoin si jamais tu repasses du temps dessus, mais à ce moment-là tu repartages ta story map. Et en fait l'objectif à terme, donc c'est toujours un peu en construction, mais ça fonctionne assez bien, c'est d'avoir des story maps qui sont connectés à une feature map au-dessus pour avoir une vue d'ensemble de ta plateforme, et en dessous connecté à Jira ou tes user stories pour avoir une vue détaillée de ton projet. Donc c'est en fait un pont entre les grands projets et les features et les user stories pour avoir le détail de comment c'est réalisé. Alors je sais que t'es pas trop outil, mais sur quoi est-ce que vous réalisez du coup les story maps? Alors nous on les fait sur Miro, qui est un outil assez connu, mais il en existe plein d'autres qui peuvent très bien faire l'affaire. Je sais qu'en ce moment il y a aussi Whimsical qui a un peu le vent en poupe. Il y a des outils précisément sur du story mapping qui existent, j'ai pas en tête, mais j'ai déjà vu des story maps qui faisaient très bien l'affaire sous Excel aussi. Quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui souhaite prendre en main les story maps? Je pense que du coup il devrait chercher sur internet 1 ou 2 exemples de story map. Comme je le disais, il y a différentes façons de les structurer. Moi je l'ai fait par persona, mais dans beaucoup d'entreprises ils le font aussi par flow utilisateur, donc page produit, page de paiement, etc. Une fois qu'il a trouvé la typologie de story map avec laquelle il ou elle est à l'aise, il peut en faire une ou deux pour lui, pour partager, pour regarder comment ça prend autour de soi, et le proposer soit à son manager pour voir si ça lui permet d'avoir une bonne vue d'ensemble. Ce que j'aime bien avec les story maps, c'est que normalement t'as pas trop la conversation de comment tu vas exactement réaliser la fonctionnalité en détail, parce que t'as pas ton ticket avec ton corner case, etc., que tu dois lire, mais tu as quand même le
je vais le faire en rajoutant cette fonctionnalité, et c'est le cœur de la réflexion que tu devrais avoir sans descendre à un niveau supplémentaire. Donc ça va t'amener au bon niveau de discussion quand tu es PM, je pense. Et pour terminer, est-ce que tu as 2 ou 3 astuces à partager pour permettre aux gens de tirer profit au mieux des story maps? Qu'ils hésitent pas à les partager s'ils en font, parce que une fois que les gens vont être habitués à la structure, donc au début ils ont peut-être besoin un peu d'accompagner les personnes dans la lecture des story maps, mais une fois qu'ils l'ont fait, qu'ils le partagent au maximum de personnes, parce que c'est des retours qu'ils auront pas en démo, et c'est le bon niveau d'abstraction pour autant un CEO d'entreprise qui a envie de comprendre un peu le contenu de sa squad, que pour un dev qui a besoin de se projeter dans sa feature, etc. Donc ils n'hésitent pas à le faire, qu'ils l'utilisent en support de structuration de pensée, et ensuite s'ils arrivent à le connecter pour être plus productifs dans leurs outils de ticketing, c'est encore mieux. Ok, top. Merci pour ces conseils, et merci d'avoir participé à ce calendrier de l'avant du produit. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter comme mot de la fin? Non, écoute, merci Timothée pour le temps et l'opportunité de partager sur les story maps, et puis en espérant que l'épisode a plu à tout le monde. Et voilà, cet épisode du calendrier de l'avant du produit est maintenant terminé. J'espère que vous l'avez apprécié. Je vous souhaite une très bonne journée et on se retrouve demain pour un nouvel épisode. À demain!